Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. On avait déjà parlé du wokisme dans la vidéo 58, on avait abordé l'aspect théorique. Place aujourd'hui à la pratique. Générique. J'ai l'habitude de traiter justement d'un sujet comme ça, alors que là c'est une vidéo de réaction à une petite vidéo justement trouvée sur le net d'une jeune femme qui s'appelle Lucie Quillet, qui est l'auteur d'un ouvrage, Ce que le couple hétérosexuel coûte aux femmes. Et je dois dire, pour être tout à fait franc, que j'ai rarement entendu un tel maelstrom d'ineptie sur un temps aussi court. C'est du condensé, c'est du format zip, vous voyez. Il y avait tellement de choses à dire sur aussi peu de temps que ça m'a motivé pour vous faire cette petite vidéo qui n'était initialement pas prévue. Bonjour, je m'appelle Lucille Quillet, j'ai 32 ans et je suis ici pour parler de mon livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Salut Lucille, bienvenue à toi. Ça coûte très cher d'être une femme en couple hétéro. Je n'en doute pas un seul instant, faire des choix, ça coûte. En effet, oui, quand on n'est plus une jeune fille et qu'on n'est plus en train d'être là comme ça en attente que le monde entier nous paye absolument tout et qu'on commence à devenir un être humain à peu près vertical, les choses ont un coût, oui, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les troisième genres, je sais pas quoi. Bref, pour tout être humain, les choses ont un coût, oui. On entend effectivement là déjà que tu n'aimes pas payer le coût des choses, c'est dommage, accepter de payer le coût des choses prix que ça coûte, justement, accepter le coût des choses, c'est une des définitions possibles pour le fait d'être adulte. En fait, quand les femmes parlent de ce qu'elles vivent et des inégalités qu'elles subissent, on les renvoie toujours à leur subjectivité. On leur dit non mais c'est ton cas particulier, tu es trop sensible, tu es trop paranoïaque, tu te prends trop la tête. Au risque de te décevoir, non, ça n'est pas simplement ta subjectivité individuelle, mais c'est un pattern qui se retrouve dans les sociétés occidentales plus ou moins industrialisées, chez les jeunes filles qui, parce qu'elles disposent d'un utérus frais et prêt à être fécondé, ont l'habitude justement d'être entourées d'une kyrielle de prétendants qui sont là pour leur payer des trucs de partout, et donc du coup, elles n'apprennent pas la valeur des choses, elles n'apprennent pas le coût de la vie. Donc non, bien sûr, ça n'est pas lié à ta subjectivité, même si tu es dans cette vidéo l'archétype absolu, le parangon de ce pattern. Donc moi, ça m'intéressait de prendre la langue des chiffres, de parler d'argent, pour qu'on puisse aborder ces inégalités et ces injustices qu'elles vivent à travers le langage rationnel et objectif de l'argent qui parle à tout le monde. J'allais te dire super, revenons-en aux chiffres, génial. Et en même temps, si déjà tu parles toi-même d'injustice, injustice par définition, on va être dans la subjectivité. En fait. Donc, c'est marrant parce que déjà là, on a un double discours qui dit « j'en ai marre d'être amené à ma subjectivité, mais je vais mettre en avant ma subjectivité ». Si tu n'es pas dans la subjectivité, que tu es dans l'objectivité, dans les chiffres donc, tu constates les chiffres, mais à partir du moment où tu en tires une conclusion idéologique basée sur l'injustice, tu es dans ta subjectivité. Donc on retrouve le classique je dis une chose et son contraire des jeunes filles qui ne sont pas encore adultes. Avant le couple, il y a toute la charge esthétique, donc tout ce qu'on fait pour être la bonne candidate au couple hétérosexuel. Au passage, tu es absolument libre de ne pas jouer ce jeu. Si jamais la socioculture et les règles de cette socioculture dans laquelle tu vis, tu as grandi, ne te conviennent pas, c'est toute la beauté justement du monde occidental, c'est que nul ne t'y oblige. Donc se plaindre d'un coût qui est totalement facultatif, je pose la question, n'y a-t-il pas là déjà un bénéfice secondaire à être dans cette posture de plainte ? À commencer par notre apparence. Il y a aussi la charge contraceptive qu'on prend sur notre dos uniquement et dont bénéficient pourtant aussi les hommes. Là encore, un double discours classique, c'est-à-dire que d'un côté, on se revendique d'une espèce de féminisme, on dit « mon corps, mon choix », mais c'est quand même à toi de subventionner ce qui se passe dans mon corps. Donc là encore, tu choisis en fait. Si jamais ton corps n'est pas ta propriété stricte, dans ces cas-là, il y a des chances que ça retombe vers un modèle traditionnel dans lequel c'est ton père qui va te dire « voilà, écoute, si ton corps n'est pas ta propriété stricte et appartient entre autres aussi à l'entité couple ou à la famille ou à une autre entité, tu vas être dépossédé de ce corps. Et en même temps, si tu veux dire mon corps, mon choix, c'est toi qui assumes ce qui se passe à l'intérieur. » Donc là encore, moi je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire aux gens, il n'y a pas de problème, je suis simplement là pour pointer le fait que là il y a une incohérence dans le discours. Je vous parlais dans la dernière vidéo, je me suis fait attacher de cette incohérence dans le discours des jeunes filles qui en fait font passer des émotions et la subjectivité pour du concept, on est là en plein dedans.
Après, pendant le couple, il y a tout ce qui concerne la répartition du budget, tout l'impact de la vie de couple et familiale avec les tâches domestiques et parentales qui sont assurées majoritairement par les femmes et qui du coup vont avoir des répercussions négatives sur leur carrière et sur leurs revenus. Là encore, rien ne t'oblige à, si tu te mets en couple avec un homme, assumer l'essentiel des tâches ménagères. Rien. C'est typiquement le genre de choses qui se discutent lorsqu'on emménage avec quelqu'un. Donc c'est intéressant parce que on te sent là, en tout cas je te sens dans une espèce de... Comment dirais-je, on sent que tu subis en fait le carcan socioculturel, mais libre à toi de faire autrement. Il y a chaque jour des centaines de gens, des milliers de gens qui vivent dans des relations alternatives, qui co-créent des relations qui les respectent mieux, qui respectent mieux leur subjectivité. Je t'invite à faire de même. Non, là, je commence à entendre vraiment le début d'un pattern qui consiste à avoir un grand intérêt à se plaindre de papa, alors qu'il y a un espace de liberté et de création qui t'est grand ouvert. Et puis après le couple, là c'est le moment de la séparation, que ce soit un divorce ou un veuvage, où les femmes se retrouvent lésées aussi par les logiques et les mécanismes d'État. Lésées par les mécanismes d'État ? Tu parles de la garde qui est majoritairement accordée aux femmes dans le cadre d'un divorce avec un enfant, ou de quoi tu parles ? En quoi est-ce que les mécanismes d'État qui a priori soutiennent les femmes avec des allocations, avec différentes subventions, enfin je veux dire historiquement, il faut revenir quand même à une réalité historique qui est que l'indépendance des femmes vis-à-vis de leur mari est à peu près corrélée justement à une plus grande intervention de l'État qui permet aux femmes divorcées de pouvoir se débrouiller. Avant, les femmes ne divorçaient pas, notamment parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers, matériels de divorcer, donc elles restaient avec leur mari, même si celui-ci les tapait, ce qui était une tragédie. Il y a pas de problème là-dessus, je ne suis pas en train de défendre le modèle d'avant. Là encore, tu ne sembles pas maîtriser le sujet dont tu parles, et tu t'en sers pour te plaindre et pour conforter cette espèce de position victimaire. La première étape, quand on a envie d'être dans un couple hétéro, c'est de correspondre à l'idéal de la femme hétéronormée, donc de correspondre aux critères du male gaze. Pour une femme, ça va être d'être maquillée, d'être coiffée, d'être apprêtée, d'être épilée, de prendre soin de soi, de veiller à son poids. Non, non, non et non, on est en 2021. En 2021, tu as des nanas qui ont des tubs. Pas comme ta meuf, puisqu'elle a une tub en fait. Mais mon frère, toutes les femmes, elles ont des particularités. M'avais pas dit, toi, ta meuf, elle était relou, je sais pas quoi. Bon, bah, la mienne, elle a une petite tub, quoi. Qui sont dans des couples hétéronormés. Donc non, non et non, ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement, il y a une influence hypnotique sur la grande partie de la population qui fonctionne par des heuristiques de représentation, et que tu as bien compris que si tu ne jouais pas le jeu de cette socioculture, tu avais moins de chances d'être perçu comme désirable statistiquement. Mais on ne sort pas avec une statistique. Considérer les choses statistiquement, c'est vraiment, là encore, une attitude de jeune fille qui a envie de faire du chiffre, ou de jeune homme, hein, c'est pas sexiste ce que je dis, mais qui a envie de faire du chiffre. Mais tu as simplement besoin de trouver une personne, si tu veux être en couple hétérosexuel, qui t'accepte et qui t'aime comme tu es, c'est tout. Alors effectivement que le fait d'être toi-même au-delà des codes sociaux, diminue ton cheptel de prétendants, oui, ça s'appelle faire des choix, ça s'appelle le coup d'assumer ton individualité. Ça s'appelle développer ta part masculine en toi, et la part qui va arriver, qui va dire, salut, moi, voilà qui je suis, etc. Donc ça va écrémer effectivement le nombre de prétendants, oui. Et là encore, on est dans ce double discours qui est que tu veux trouver quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, mais à côté de ça, tu n'as pas envie de payer le prix, de payer le coût du fait d'assumer tes valeurs, d'assumer qui tu es et de le montrer puissamment au monde. Donc là encore, tu as juste un problème avec le fait d'assumer les choses en fait. Donc en fait, c'est un travail constant, chronophage, onéreux. Oui, ça s'appelle faire attention à ce que l'on présente à autrui, d'essayer de faire un petit effort pour se décentrer de son nombril, et essayer de se dire « Ah, comment est-ce qu'autrui me perçoit hein ?» C'est ce que je fais quand je prends le temps de me raser avant les vidéos, que je porte un joli t-shirt hypnomachie. Ah, je vous le montre, il est trop beau. Ah, il est trop beau, je suis trop content. Merci beaucoup, en tout cas, c'est les gens d'hypnomachie qui me l'ont fait, comme ça, je suis absolument ravi. Bref, donc oui, ça s'appelle prendre soin de son apparence, faire attention à autrui, sortir de son nombril, et est-ce que ça a un coût ?
Oui. Est-ce que tu as un problème avec le fait de payer le coût des choses? Oui. Je te rappelle simplement que les hommes font exactement la même chose, à moins que tu me dises que tu ailles directement vers les gens qui sont petits, malingres, pauvres, voûtés, avec le cheveu gras, etc., qui ont des corps de cachet d'aspirine, voilà. Ça s'appelle jouer le jeu de la sélection sexuelle. Et comme toute jeune fille qui ne se rend pas compte que les choses ont un coût parce que les hommes ont envie de toi simplement parce que tu as un utérus et que tu n'as rien eu à faire en fait pour ça, et que c'est juste la nature qui te l'a donné, tu es jeune et fertile et donc le monde entier est à tes pieds, et donc tu ne comprends pas la valeur de l'effort, et tu ne comprends pas que quand on paye quelque chose, quand on paye le coût d'un service, d'une position sociale, d'un propos, d'une position, eh bien, on est payé une deuxième fois par l'alignement intérieur que cela nous octroie de payer ce coût. En fait, je crois que tu aurais profondément besoin d'entendre quelque chose. Je vais me permettre de te le dire, tu en feras ce que tu veux, parce que je crois que ça constitue la porte de sortie de cette espèce de prison névrotique dans laquelle tu refuses de payer le coût des choses. C'est simplement que la richesse, ça n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es prêt à donner avec un sentiment de confort et de facilité. Le fait de posséder n'étant qu'un moyen d'être prêt à donner, mais pas le seul moyen possible. Du coup, moi j'ai estimé à peu près les coûts de l'épilation à l'échelle d'une vie. On est sur plus de 20 000 euros. Avec 20 000 euros, on peut acheter 2 garages et se créer une rente. Mais c'est une bonne idée. Ben fais ça. Quel est le problème? Si jamais pour toi tu trouves plus rentable d'acheter des garages plutôt que de t'épiler, mais ne t'épile pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à un moment donné, tu es en train de dire « Ah ouais, mais j'ai des ressources limitées dans le monde. Hein, » on retrouve la problématique avec le coût que tu as. J'ai une énergie limitée et je ne peux pas tout avoir. Non, en effet, jeune fille, tu ne peux pas tout avoir. Ça s'appelle le principe de réalité. Quand je vous disais qu'on est là dans la parfaite illustration de ce que je vous racontais dans la vidéo, on a essayé de m'attacher. Donc c'est des coûts qui sont très importants. Avant même d'être en couple, en fait, dès qu'on a une sexualité active, il y a une charge contraceptive qui est prise en majorité par les femmes. Souvent, on dit que la contraception, c'est une pilule, ça coûte 2 euros, c'est pas très cher et c'est remboursé. C'est faux. Tous les moyens de contraception ne sont pas remboursés. C'est moi ou tu viens de changer de référentiel en cours de raisonnement? On te dit la pilule c'est 2 euros et c'est remboursé, et tu dis c'est faux, tous les moyens de conception ne sont pas remboursés. Donc tu réponds à une question qui n'était pas la question de l'interlocuteur. On te dit que si tu veux un moyen de contraception, l'État, celui dont tu te plaignais tout à l'heure, te rembourse. Et toi tu dis ouais mais je voudrais pouvoir, j'en sais rien, avoir d'autres moyens de contraception qui ne sont pas remboursés. C'est-à-dire on est toujours sur cette même problématique qui est je voudrais que tout me soit dû, j'ai 32 ans et en fait j'en peux plus de voir que ça n'est pas le cas et je sens que j'arrive à l'âge où voilà, et donc je fais un livre pour essayer d'exorciser mon malheur. Alors moi-même dans Hypnomachie, je vous le dis très souvent, je fais ces vidéos aussi pour me permettre de me libérer de la tension que je vois quand mon besoin d'intelligence n'est pas vraiment satisfait dans le monde, et de conscience et de plein d'autres besoins. Donc je ne vais pas te faire la leçon de ce point de vue-là. À la limite, je pense que c'est plutôt une bonne stratégie cathartique, ou artistique, tu vois, de transformer sa frustration dans le monde en une production artistique, littéraire, scientifique, etc. C'est une forme de sublimation. On en avait déjà parlé dans la vidéo du même nom. Simplement, là, ce que je vois, c'est que tu te fuis là-dedans. C'est une chose de voir son pathos, de le conscientiser et de le sublimer, et c'est autre chose de produire quelque chose pour fuir son pathos. Parce que là, ce que je vois, c'est que tu refuses de payer le coût d'être incarné, ma cocotte. Il y a aussi tout le suivi gynécologique qui, lui, est très cher parce qu'il y a très souvent des dépassements d'honoraires qui ne sont pas couverts. Mais en fait, le fait de le montrer comme un droit des femmes a fait qu'on a complètement déresponsabilisé les hommes. Même argument que tout à l'heure, est-ce que tu veux mon corps, mon choix? Dans ces cas-là, tu t'assumes, ou est-ce que tu veux avoir des hommes qui te prennent en charge? Mais dans ces cas-là, tu vas perdre une partie de tes libertés quelque part. Tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux. Il y a une espèce de chose qui se rejoue là, qui dit mince, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de papa, c'est trop nul papa, et en même temps, t'as besoin d'être contenu. Bref. Comme je vous disais, on est dans la parfaite incarnation du propos de la vidéo précédente sur On a essayé de m'attacher. Pour moi, c'est pas de l'ingérence qu'un homme participe à 50% aux frais de contraception dont il bénéficie. Ça n'est pas de l'ingérence, bien sûr, mais simplement trouve-toi un homme qui est d'accord pour partager ta subjectivité. C'est aussi simple que ça. Et si à un moment donné il n'y en a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché pour ton idée, et donc tu es en train de te prendre le réel dans la tronche. Voilà, tout simplement. Quand on est en couple, on se dit qu'on fait des économies d'échelle parce qu'on partage un loyer et on partage la paire de draps. Souvent, il y a des inégalités encore qui se reproduisent. Notez quand même l'usage de la voix passive, c'est-à-dire que les inégalités se produisent, c'est-à-dire que pouf, elles arrivent.
C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun rapport entre notre mode de vie et les décisions qu'on prend. Elle subit complètement son quotidien. À aucun moment, il ne lui viendrait l'idée de négocier un certain nombre de choses. Pourtant, quand on habite avec quelqu'un, on discute de qui fait telle tâche, telle tâche, telle tâche. Ou alors, et c'est tout à fait faisable aussi, on peut simplement se mouler tacitement dans le scénario, dans le script prévu par la socioculture. Ça économise du glucose, ça économise le glucose de la discussion, c'est-à-dire le principal intérêt de suivre les rails de la socioculture. Mais si jamais tu fais ce choix-là, parce que c'est quand même un choix de ta part, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, tu vas en subir les conséquences. Donc on est toujours sur le même pattern. Je sais pas si vous voyez le faisceau d'indices qu'on a là-dessus, mais la névrose de cette femme est extrêmement claire. Je regrette simplement qu'elle la transforme ou qu'elle essaye de la transformer en une espèce de corpus d'idées, parce que c'est quand même assez creux pour l'instant. À commencer par les tâches domestiques. Quand une femme se met en couple, elle prend 7 heures de tâches domestiques hebdomadaires en plus. Quand un homme en perd 2, à l'arrivée d'un enfant, elle en prend encore 5, tandis que l'homme n'en rajoute qu'une. Donc le travail domestique et parental que font les femmes à la place des hommes, ça leur dégage de l'opportunité de temps, d'investissement pour leur carrière, qui elles sont rémunérées par un salaire. Ça fait déjà longtemps que l'on sait que les femmes négocient moins durement que les hommes, notamment en entreprise, mais là tu nous montres un très très bon exemple du fait que c'est aussi le cas en couple. C'est lié notamment à différentes zones du cerveau. Le Big Five met en évidence l'agréabilité justement supérieure des femmes, c'est-à-dire que les femmes ont plus tendance à essayer d'arrondir les angles, à privilégier le côté humain, on va dire ça pour faire simple. Et donc, en bout de chaîne, elles négocient moins bien. Et là, donc, tu es en train de te rendre compte que le fait d'être agréable et de privilégier le facteur humain a un coût. Et une nouvelle fois, surprise, tu dis oui mais ça coûte trop cher. Eh ben oui cocotte, si tu as envie d'être agréable avec les gens, eh bien ça a un coût. Et la plupart d'entre vous et d'entre nous, parce que moi le premier, nous avons déjà expérimenté le fait de, à un moment donné, de laisser couler quelque chose dans une discussion, dans une négociation. Vous auriez pu obtenir un petit peu plus, mais vous l'avez pas fait parce que le but c'était pas de maximiser forcément ce que vous voulez obtenir, mais aussi de prendre soin du lien. Et c'est parfaitement légitime. Et si jamais ça te gonfle, eh ben tu peux négocier plus dur. Ça s'apprend, ça s'appelle justement développer sa part masculine et c'est ce dont tu as besoin. Mais on entend que, paradoxalement, tu voudrais qu'il y ait un homme qui vienne te sauver sans que tu aies besoin de faire l'effort. T'as 32 ans, quoi, t'es en train d'apprendre qu'il va falloir que tu te responsabilises. Je vous rappelle, les psys considèrent qu'on est adulte vers 35 ans, donc patience, on y est presque. Donc très souvent dans les familles, il y a une répartition un peu genrée qui se fait, où on se dit la femme fait plus de tâches domestiques, elle va plus s'occuper des enfants, elle va plus adapter sa carrière à celle de son conjoint, mais dans les faits, le conjoint dépense plus pour la famille, donc ça se vaut. C'est à peu près l'idée qui a été retenue par des générations et des générations de sélection darwinienne, en effet. Là encore, libre à toi d'essayer autre chose. Un homme, même s'il dépense plus pour sa famille, il va avoir son évolution de salaire, son évolution professionnelle, ses droits à la retraite, ses droits au chômage en son seul nom. Mais dis-moi, est-ce que tu serais pas à 2 doigts de recréer et de recomprendre l'intérêt de la famille traditionnelle ? De la famille traditionnelle dans laquelle si l'homme meurt, justement, les droits et tout le patrimoine reviennent à la femme. Mais là encore, tu voulais ton indépendance, on est sur le même pattern, quoi. Tu veux A et non A à la fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu n'es pas dans le réel, et c'est justement parce que tu n'es pas dans le réel que tu as besoin d'un homme qui te protège de ce réel, et que là, t'es simplement en train de hurler sur le fait que papa te manque. En gros, le masculin te manque, mais tu ne te le dis pas comme ça. Voilà, mais c'est criant quand on t'écoute. Tandis qu'une femme qui se met à temps partiel, qui adapte sa carrière, qui refuse une promotion, ou qui devient mère au foyer, elle n'a aucun droit en son nom propre. C'est l'idée de la modernité, c'est l'idée où, en faisant en sorte que les femmes n'aient plus besoin d'être mariées pour avoir une existence légale, elles acquièrent une liberté, mais en contre-coup, elles doivent négocier absolument tout avec leur partenaire. C'est ça que voulaient les féministes, et c'est ça qui a été le tournant majeur de la relation homme-femme au cours du XXe siècle. Donc là encore, t'es quasiment en train de nous dire que t'as envie de revenir à un monde patriarcal, en fait. Donc c'est vraiment étonnant, cette cécité de nombreuses féministes, je te suppose féministes, tant le discours est mainstream, peut-être que je me trompe, et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, même si on ne se connaît pas. Mais le discours est tellement cliché, en fait, que ça m'amuse. Alors, on entend bien une petite nuance, quand même, qu'elle met, c'est qu'elle aimerait trouver un homme qui soit pas un père au sens justement du patriarcat et de la famille traditionnelle, mais de trouver un homme qui ait suffisamment conscience, un homme déconstruit, qui ait suffisamment de conscience pour partager volontairement de son plein gré ce genre de choses. Là encore, moi je t'encourage fortement pour ton propre épanouissement à trouver cet homme-là. Je dis juste
que ce genre d'homme-là, déjà il y en a peu, en termes de niveau de réalité, etc., il y en a peu, et il y a énormément de femmes qui vont les vouloir. Donc ça veut dire que tu vas devoir négocier sec pour avoir ce mec-là, c'est clair. Et que pour l'instant, tu ne me sembles pas en état de négocier pour avoir cet homme-là. Et en fait, il y a une vraie logique dans ta position qui est que tu as conscience qu'il te manque un certain nombre de soft skills, et pour l'instant, tu ne les as pas, et tu pars dans une construction idéologique plutôt que de te retrousser les manches pour les développer. Et en plus, le temps passe. Donc, à mon avis, tu as plutôt intérêt à développer déjà le prochain niveau de réalité qu'il te manque, c'est-à-dire cette capacité de négocier, et après, à partir de là, tu vas voir que tu vas cesser de te plaindre, un petit peu comme l'autre, là, Noémie Delattre, là, qu'on entendait tout le temps il y a quelques années, et depuis qu'elle a commencé à faire sa thérapie, visiblement, elle se détend et commence à se rendre compte que cette haine qu'elle a de son père, en fait, ne justifie pas une prise de position comme ça sur les réseaux sociaux, donc c'est absolument terrible, parce que là encore on est dans du pathos rationalisé, et pas dans un véritable édifice conceptuel, même s'il y a toujours une forme de pathos à la base, un édifice conceptuel, c'est pas du tout la même chose de produire justement une pensée sur la base d'un pathos conscientisé, sublimé, dépassé, transcendé, oserais-je dire, alors que là on est simplement dans des rationalisations. Ce travail-là, domestique et parental, ce travail-là qui est donné pour la famille n'est absolument pas reconnu par l'ensemble de la société et par l'État. Et nous y revoilà, elle a envie d'être reconnue par papa. Papa te manque, papa société, papa État. Donc moi, c'est pour ça que je plaide pour un salaire domestique pour les femmes qui passent à temps partiel ou les mères au foyer. En fait, il y a une répartition très genrée aussi au sein du couple des dépenses qui est défavorable aux femmes. Vu qu'elles gèrent la plupart des tâches domestiques, en fait, elles vont aussi gérer tout ce qui est courses alimentaires, fournitures pour les enfants, toutes les petites choses du quotidien qui ne sont pas valorisées et dont le coût global est souvent sous-estimé. Sous-estimé par qui ? Tu es en train de postuler que tout le monde a la même estimation de la préciosité de la femme au foyer. C'est absolument faux. À l'échelle de la société, il y a des gens qui valorisent, voire qui sacralisent la femme au foyer, d'autres gens qui la méprisent. Il n'y a pas d'homogénéité de pensée à l'échelle de la société. C'est là où on voit qu'elle projette papa, en fait. Elle projette papa et elle dit papa, valorise-moi, papa, regarde-moi, papa, où est-ce que tu es ? Voilà ce qu'elle dit, cette femme. À l'inverse, les hommes vont beaucoup plus s'occuper des gros postes de dépenses qui sont valorisés, qui sont durables, dont le montant est inscrit, donc à savoir les impôts, acheter la voiture, payer les vacances, toutes ces choses qui vous font briller dans un repas entre amis. Briller dans des repas entre amis, mais je crois, ma chérie, que tu as besoin d'apprendre à te montrer au monde, d'apprendre à te vendre, d'apprendre à soutenir le regard du monde. Mais effectivement, ça s'apprend avec un papa, et tu nous le dis à longueur de vidéo, papa où t'es, papa où t'es. Où t'es, papa où t'es, où t'es, papa où t'es, où t'es, où t'es, papa où t'es. Papa où t'es, ok. Mais du coup, tu ne parles pas du monde, là, tu es en train de parler de toi. Moi, j'ai une amie comme ça, je l'ai pas vue depuis une vingtaine d'années, malheureusement. On s'est perdu une ancienne amie de lycée comme ça, qui est mère au foyer. Je la suis vaguement sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, mais elle est belle! Et quand je dis qu'elle est belle, c'est pas seulement physiquement, c'est elle est belle intérieurement, elle rayonne de bonheur. Ses enfants sont beaux, c'est sain, c'est ancré, elle a fait un couple, une famille, mais sublime, etc. Voilà, mais ça irradie, ça aussi, et ça irradie une respectabilité gigantesque, bien plus grande que celui qui a juste simplement un poste d'ingénieur dans une boîte et qui gagne 5000 balles par mois. Je veux dire, vraiment, il y a un accomplissement de l'être qui est sublime. Après, si toi, ça n'est pas ce qui te fait envie, mais je suis qui, moi, pour te dire ce que tu dois faire? Personne. Mais fais ce qui est bon pour toi, prends ta place dans le monde. Si ton père ne te l'a pas autorisé, moi je te l'autorise, nom de Dieu. Vas-y, va pour toi. Alors que voilà, quand on parle des paquets de boulgour qu'on a achetés, ça n'impressionne personne. Mais à 32 ans, tu ressens encore le besoin de chercher à impressionner des gens? Je veux dire, alors outre le fait effectivement que parler de paquets de boulgour est une stratégie globalement perdante, mais ça de toute façon c'est la même chose pour tout le monde. Si jamais là encore tu es, j'en sais rien, chef d'entreprise avec 800 personnes sous tes ordres et que tu dis juste « Ah hier j'ai pris un rendez-vous à Lyon », ça fait chier tout le monde. C'est le fait de parler de détails qui fait chier tout le monde. Mais parle de ta vision, parle de pourquoi est-ce qu'être une mère c'est formidable, parle de comment tu contribues à améliorer l'humanité en t'occupant avec amour d'un, 2, 3, 4 ou N enfants et de le faire aux petits oignons et de comment ça te touche, etc. Mais là encore, communiquer, ça s'apprend. Non, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a un endroit où en fait tu n'as pas spécialement envie de faire ce job-là, et en effet, je crois que tu es pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas du tout définitif,
Mais à ce stade de ton évolution psychologique, tu n'es pas encore mûr pour avoir les épaules, en fait, pour pouvoir assumer une famille à cet endroit-là, puisque toi-même, tu es encore en train de te construire, en fait. Et ça aussi, cette répartition, ça lèse les femmes au moment d'une rupture. Quand on dit, mais moi j'ai payé les courses alimentaires pendant 15 ans, mais qu'en face on a un conjoint qui dit, moi j'ai payé les impôts et acheté 2 voitures, ça ne fait pas le poids. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne fait pas le poids? Je comprends pas le... Il y a un concours? Enfin, visiblement, en tout cas dans ta tête, il y a un concours, oui. Alors je suppose que tu parles de la répartition des biens. Mais normalement, dans la répartition des biens, justement, là encore, ou alors on est dans une famille traditionnelle, et dans ces cas-là, les 2 conjoints sont unis vers une même fin, donc cette notion de compétition est totalement hors sujet et hors de propos. De toute façon, déjà, dans un modèle traditionnel, on divorce pas, déjà, pour commencer, ou en tout cas, on s'est mis d'accord avant, ou alors c'est mon corps, mon choix, chacun fait ses trucs, et c'est à toi de négocier, hein. Désolé si je répète les mêmes arguments, mais à un moment donné, quand un argument suffit à invalider tout ton discours, et ben on le répète, jusqu'à ce que tu l'entendes. En fait, dans beaucoup de couples, les femmes ont envie de défendre leur honneur et de prouver qu'elles ne sont pas entretenues et qu'elles sont émancipées en faisant 50-50 avec leur conjoint. Tu l'as dit toi-même, elles ont envie de prouver au monde qu'elles sont émancipées, c'est-à-dire qu'elles sont encore dans la recherche de la validation du regard de papa. C'est pour ça qu'une bonne partie du féminisme a été créée dans des bureaux aux États-Unis par ingénierie sociale. I said to Mr. Hill, why don't you change the color of the package? And I said to them, gentlemen, green is going to be the color of fashion. Became a fashionable color. Et l'ingénierie sociale, ça marche. Et donc du coup, il y a cette espèce de vide de soi qui dit « Ah mais je veux vous montrer que moi j'ai réussi à... » Ben oui mais on vous tient comme ça par le bout du nez, c'est comme l'employé du mois, c'est le même genre d'arnaque en fait. On joue sur le besoin de reconnaissance d'individus en vide d'eux-mêmes, et à partir de là, on leur fait faire à peu près n'importe quoi. Mais pour bien comprendre cela, le conseil de lecture de cette vidéo, ça s'appelle « Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait ». Non mais sérieusement, vous pensez vraiment que je vais vous conseiller cette merde? J'ai cassé un truc. En fait, c'est hyper injuste de faire 50-50 dans une société qui ne le fait jamais. Mais la société, en fait, elle s'en fout de la comparaison. La société, elle est ce qu'elle est, ça s'appelle le réel. Et alors bon, je vais pas revenir sur toutes les arnaques, les différences salariales hommes-femmes, ça a été débunké depuis bien longtemps, et n'importe qui ferait des recherches à peu près honnêtes sur le sujet trouverait des tonnes de vidéos YouTube qui traitent de la chose quand c'est pas des papiers un petit peu plus sérieux, évidemment. Donc de mémoire, hein, on en est à 0,5%, maximum 1% de différence d'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui s'explique très bien par d'autres paramètres, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Mais simplement, tu es visiblement dans une compétition avec l'homme. Je dirais même dans une mimésis girardienne, en fait, où tu as recréé l'homme qui représente le truc que tu dois à la fois abattre, mettre loin, transcender, et en même temps dont tu as besoin. Et donc tu es dans ce paradoxe de la femme moderne qui prône l'indépendance, mais n'en a pas les moyens, mais a une espèce d'orgueil et d'image de soi qu'on lui a inculqué par ingénierie sociale et qui a envie d'y coller, parce que si jamais tu ne colles plus à cet idéal du moi, eh ben, tu vas revenir dans ton vide de soi, et ça, justement, toute cette idéologie, basée sur la logique gnostique, CF la vidéo 42 si vous l'avez pas vu, et ben justement, tu es obligé d'augmenter les doses, en fait, et c'est un piège abscon, tout simplement, ce qu'on appelle en psychologie un piège abscon, et tu es coincé dedans. Comment est-ce que ça peut être juste de faire 50-50 quand il y a 42% d'écart de revenus en moyenne au sein d'un couple ? Alors on retrouve là encore le double standard de ce type de discours, c'est-à-dire d'un côté on a l'hypergamie féminine qui consiste justement à vouloir se choisir un homme d'un statut social d'un niveau supérieur au sien pour monter dans une forme de hiérarchie, puis parce que justement par prédisposition quasi biologique, et puis la recherche du mâle dominant, hein, tout simplement. Et puis de l'autre côté, on se dit ouais mais bon quand même il y a 42% d'écart, ben oui patate.
C'est toi qui as choisi un gars avec 42% d'écart, enfin avec un salaire bien supérieur au tien en fait. Mais j'aurais dû être logique. Mais c'est vrai que je n'ai aucune logique. Donc là encore, mets-toi déjà d'accord avec toi-même, ce qui est déjà, pour certaines femmes, un véritable challenge en fait. Hein. Parce que ça demande de savoir poser des concepts avec clarté. Et ça, ça s'apprend. Voilà. Mais c'est sûr que c'est plus dur de l'apprendre quand on passe toute sa vingtaine, justement, à avoir des prétendants qui nous font absolument tout. On n'a pas besoin de développer cette maîtrise du logos, comme dirait l'autre. Quand il y a 25% d'écart de salaire en moyenne entre les hommes et les femmes. Pourquoi ça m'étonne même pas que ce genre d'argument arrive? Bon, on en a déjà parlé il y a un instant, mais là on multiplie les chiffres par 30 ou par 40 à peu près. Hein. Bon, quoi de mieux que d'avoir des chiffres ad hoc et d'ignorer les arguments contradictoires pour maintenir sa psychose, hein, vous me direz. On a été éduqués dans l'idée que l'argent, c'était une prérogative masculine. Mais qui dit ça? Enfin, je veux dire... J'entends que toi, on te l'a dit, par contre, et que toi, tu l'as cru, et que t'es en rébellion face à ces injonctions hypnotiques qui t'ont été adressées à toi. Et de ce point de vue-là, je préfère que tu sois en rébellion plutôt que tu les gobes directement, surtout si c'est pas bon pour toi. Mais là encore, tu es libre. Libre. Gagne de l'argent. Très bien. Que c'était un signe de virilité, que c'était le devoir de l'homme d'apporter l'argent dans la famille. Là encore, qui dit ça? Je veux dire, si tu te mets avec un mec qui se plaint du fait que t'es entretenu, ça veut bien dire que lui vit mal la situation dans laquelle vous êtes, et ça veut dire que vous n'avez pas ou pris le temps de discuter, de dialoguer suffisamment, et puis surtout que toi, tu t'es pris un mec qui n'a pas les moyens de t'entretenir, donc les moyens de faire une espèce de famille traditionnelle. Et en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est que derrière cette apparence du discours qui est plutôt progressiste, féministe, etc., on entend en fait, pour qui s'étende l'oreille, le besoin viscéral de la femme, d'une famille traditionnelle et d'un papa qui ait les épaules assez larges pour ne jamais avoir à se plaindre du fait qu'il entretienne sa femme. Ah! Pourquoi? Parce qu'il en a les moyens. Très bien, choisis-toi un homme d'un niveau suffisamment élevé, on en revient à l'hypergamie, pour ne pas avoir ce problème. Mais là encore, ça, c'est de ta responsabilité. Sinon, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est oui, mais bon, ces hommes-là, il y en a pas beaucoup. C'est la fameuse pyramide, justement, avec beaucoup de femmes qui veulent très très peu d'hommes. Hein. Ça, c'est assez classique quand on fait un petit peu d'analyse socio-psychologique des rapports hommes-femmes dans les grandes villes urbaines. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que tu es pile à l'âge qui ne va pas intéresser, justement, la plupart de ces hommes, qui, parce qu'ils sont extrêmement dominants au niveau financier, vont pouvoir se permettre d'aller avec des petites jeunettes toutes fraîches et qui sont, elles, prêtes à s'engager. Bonjour chérie, tu veux un verre de vin? Peut-être après, si tous mes désirs sexuels sont satisfaits. Une femme qui va parler d'argent et valoriser sa réussite, on va considérer que c'est une femme qui n'a pas compris ce qui était le plus important dans la vie, à savoir être en couple et avoir des enfants. Ce que je trouve profondément injuste, c'est que les femmes en fait créent une grande valeur dont elles ne détiennent pas les fruits dans leurs mains, qui bénéficient à la société et à leurs conjoints, mais on va leur dire qu'elles sont entretenues, qu'elles sont dépendantes, qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent et qu'elles sont nulles en argent. Mais qui dit ça? Je veux dire, on ne reproche pas à une femme de l'entretenir si on a fait le choix de l'entretenir en tant qu'homme. Un homme qui reproche à sa femme qu'il l'entretient n'a qu'à cesser de l'entretenir. Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la relation toxique là dans ce que tu dis. On entend très fort que tu es tombé sur un mec ou plusieurs mecs qui t'ont dit que tu étais nul en argent, comme tu dis. Bon, c'est pas français, mais peu importe, on s'en fout, on comprend ce que tu veux dire. La meilleure façon d'être sûr qu'on peut gagner de l'argent, c'est d'en gagner, d'en avoir gagné, et de comprendre comment marche cette énergie. Voilà, tout simplement. L'argent est une énergie, comme peut l'être le pouvoir, le sexe, l'attention, etc. Une énergie, ça se maîtrise. J'ai pas dit contrôle, j'ai dit maîtrise. Et à partir du moment où tu comprends comment fonctionne l'argent, tu gagnes de l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais toi, visiblement, tu as une espèce de doute. Et moi, ce que je sniffe, c'est qu'en fait, tu ne sais pas comment fonctionne cette énergie, puisque en fait, si tu savais comment fonctionne cette énergie, tu ne nous dirais pas à longueur de vidéo que tu ne veux pas payer le coût des choses, parce qu'un des principes de base pour gagner de l'argent, c'est d'être prêt à investir, autrement dit de payer le coût. Les gens qui ne veulent pas investir, en général, justement, ont beaucoup plus de mal à générer un retour sur investissement, et par définition, puisqu'ils n'investissent pas. Donc moi ce que j'entends, c'est que des gens t'ont dit que tu ne savais pas gagner de l'argent, probablement à raison, puisqu'effectivement tu n'as pas l'air de savoir bien le faire,
mais que toi tu l'as pris contre toi, alors que c'était pas forcément quelque chose qui était faux déjà. Alors après j'ai pas le contexte de cette histoire, peut-être c'est quelqu'un qui t'a dit ça en essayant d'appuyer là où ça faisait mal pour te faire mal, et dans ce cas-là t'as bien raison d'avoir rejeté ça, puisque c'était pas fait depuis un espace de bienveillance, mais ça n'est pas parce qu'un propos est tenu depuis un espace de non-bienveillance qu'il est faux pour autant. D'où l'intérêt de séparer l'affect du logos, et de se dire, ah mais peut-être cette personne que j'aime pas, et qui me chie sur la tronche, me dit quelque chose de vachement valable, en fait, pour mon évolution. Et ça peut être intéressant, et je t'en fais là le cadeau, en espérant, vaguement, que tu sois capable de le prendre. Il est temps de lever cette hypocrisie autour des femmes et de l'argent. Elles créent une grande valeur, elles en sont tout à fait capables. Mais oui, tout à fait, mesdames. Oui, vous créez énormément de valeur, et oui, vous êtes parfaitement capable de gagner de l'argent. Je ne me fais pas de soucis pour vous à cet endroit-là, et je me réjouis de la valeur que vous apportez au monde et à la société. Je te rejoins totalement. Et il est temps de leur rendre ce pouvoir-là. C'est pas être radin, c'est en fait juste avoir le sens de la justice sociale. Mais en fait, il n'y a aucune raison que les femmes délèguent ce pouvoir-là. Il faut qu'elles le retrouvent et qu'elles le maîtrisent. Et ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes, en effet, sauf que là, tu en fais quelque chose de sociétal, alors qu'en fait, tu parles de ta tronche. Voilà, donc là encore, tu es en train de faire ta psychothérapie sous couvert de faire de la sociologie, ce qui est assez banal, en fait. Bref, ce genre de discours auquel nous venons d'assister n'est qu'un des nombreux exemples de la double pensée orwellienne absolument classique dans ces milieux plus ou moins progressistes. Les mêmes qui disent justement « l'État c'est nous, le groupe c'est nous », disent « c'est à l'État de payer et pas à nous », ce qui est déjà une espèce de contradiction absolument terrible dans les termes. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos de ce genre, même si je ne tiens pas spécialement à ce que Hypnomachie devienne une espèce de chaîne... Il y a énormément de chaînes YouTube comme ça, où vous avez des gens qui ne font que réagir à ce qu'ils ont vu en disant « Ah, c'est n'importe quoi, ah, c'est n'importe quoi, ah, c'est n'importe quoi », etc. Ce genre de choses m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on prenne ces exemples pour comprendre les prisons psycho-émotionnelles dans lesquelles on peut rester bloqué, notamment quand on est un jeune adulte. Parce qu'après, au bout d'un moment, à force, on apprend quand même un minimum comment le système nerveux marche, ou pas. Vous avez des gens qui restent dans ces prisons jusqu'à leurs 70 ans, 75 ans, voire qui meurent emprisonnés comme ça. J'avais à cœur de vous proposer ce genre de décryptage, puisqu'encore aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui m'ont écrit en me remerciant des dernières vidéos et que ça tombait à pic dans leur évolution. Donc j'espère que peut-être un certain nombre de jeunes femmes, peut-être qui elles aussi ne sont pas prêtes à payer pour le coût des choses, pourront peut-être jouir de ça. Voilà, c'est ça mon but quand je fais ces vidéos. C'est absolument pas de se servir de cette personne comme bouc émissaire, de pointer du doigt, de, oh, quel idiote, etc. Non, je me fiche des personnes. D'ailleurs, je ne la connais pas. C'est vraiment un raisonnement totalement archétypal que je vous propose là, en espérant que cela puisse aider certains, et en l'occurrence ici, certaines. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, mettre un petit pouce, activer la cloche. Vous êtes beaucoup à mettre un pouce, à vous abonner, mais à ne pas activer la cloche. Du coup, c'est moins utile de s'abonner si on n'active pas la cloche, puisqu'on ne voit pas les nouvelles notifications. Voilà, comme d'habitude, les conseils de lecture sont sur le site hypnomachie.com et la page Facebook Hypnomachie, si vous voulez qu'on puisse discuter, interagir sur ce qu'il y a dans ces vidéos, au-delà de l'espace commentaire, puisque je vous publie sur Facebook régulièrement, 2-3 fois par semaine, des petits billets. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt. Ciao Internet. J'attaque les médias, oui, parce que les médias véhiculent le discours dominant, et véhiculent le discours dominant qui endoctrine les Français. Vous êtes journaliste vous-même, vous êtes dans un média. Mais je vous ai déjà répondu. J'ai vu justement les méthodes de la gauche. J'ai vu les méthodes des médias de gauche. J'ai vu leur manière d'endoctriner les Français. Donc je les ai observés de près parce que justement j'étais journaliste. Vous voulez dire que selon vous, on n'a pas d'objectivité? Les médias en général? Non mais vous plaisantez là, c'est un oxymore. Vous voyez, l'objectivité et les médias, c'est un oxymore. Vous êtes des agents de propagande.